Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissant Outcast, le pendant VF de Comics Outcast. On vous parle de BD, on vous parle de comics, on vous parle de manga, on vous parle d'absolument tout ce qui peut être graphique et nous faire plaisir, tant que c'est en français. Autour de cette table virtuelle aujourd'hui, nous avons Tcherno. Bonsoir. Nous avons Ktuktu. Salut. Nous avons Mathieu. J'en ai mis un coup dans mon micro. Salut. Et enfin, nous avons XT. Salut. Donc, comme d'habitude, des coups de cœur et des coups de VF. C'est à vous. Allez, plouf, c'est XT qui commence. Hein C'était pour être fait. Je suis super surpris, je m'attendais pas à ça. Actor Studio. Bouh. Ouais. J'ai pas l'habitude de commencer, mais alors très bien. Eh bien, de quoi on va parler aujourd'hui? Commençons par un indice. Je suis une BD chez Bubble Edition. J'ai été édité récemment il y a 2-3 mois. Je coûte 30 €. Je me lis en aller-retour. Je suis Bilbo le Hobbit. écrit. Je suis écrit par Johan Cavege. J'ai peur de mal prononcer le nom. J'ai écrit Moundir, enfin pas moi, mais l'auteur a écrit Moundir. Auparavant, je suis fantasy. Ah mais oui. Et oui, je vais vous parler de fantasy, donc une œuvre qui est sortie du coup au début de l'été, je crois. J'ai un problème de trou de mémoire. On est sur une œuvre qui est donc au tarif de 30 €, donc chez Bubble. De quoi que c'est donc ça nous parle? Eh bien écoutez, nous enregistrons des croissants podcast à la suite et je vais continuer à vous parler de fables. C'est mon fil directeur de la soirée. Qui donc présente le livre. Quand on commence l'œuvre, on nous précise tout de suite que cette œuvre se lit de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons avoir deux histoires en une. Et en fait, la couverture nous incite nous le dit clairement, parce que la première, dans le sens classique, nous allons voir Fantasy sous-titré Alma. Et ensuite, de l'autre côté, nous aurons Fantasy, sous-titré Yursenar. Et cette œuvre, donc, vous pourrez la lire dans le premier sens que vous voulez. Donc, c'est vraiment deux histoires qui sont très connectées. Et vous pourrez la lire donc, dans le sens de votre choix. La première histoire de votre choix, il n'y a pas forcément d'importance. Et évidemment, tout ça, à la fin, se rejoint dans un coup d'éclat incroyable. Sorti en mars 2005. Et donc, je vais essayer de limiter tout ce qui est autour de l'histoire afin d'éviter tout spoiler, parce que je pense que c'est vraiment une œuvre à découvrir de bout en bout dans votre coin sans trop en dire. Donc la première histoire d'Alma va nous conter en fait l'histoire d'une princesse qui est d'un peuple qui décide de se venger, de terrasser les géants. En fait, elle part sur une quête que un peu façon comme des générationnellement. En gros, on envoie des gens. Vous voyez Expédition 33 où tous les ans, ils sont envoyés pour aller voir la peintresse. Là, c'est un peu la même logique. C'est toutes les générations vont être envoyées pour essayer d'avoir les dieux, enfin de pouvoir tuer un dieu en gros concrètement. Bonne ambiance. Et alors vraiment, je suis en train d'essayer de marcher sur des œufs pour ne pas trop en dire parce que vraiment ça vaut le coup de la découverte. Et donc la première histoire en fait va nous permettre de suivre cette personne, cette jeune princesse Alma qui va donc du coup avec un compagnon de route traverser des lieux un peu comme la quête de l'anneau pour terrasser ce dieu, ce qu'ils considèrent comme des dieux. Et évidemment, ce sont des dieux avec qui nous j'en ai parlé. Elle rêve ponctuellement, elle rêve de ce dieu. Elle se souvient d'avoir vu une pleurer quand elle était enfant et qu'il reste dans sa mémoire. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais il y a un petit côté, il y a beaucoup d'influence dans cette histoire. Il y a un petit côté hors du contrevent, dans
le côté quête, le côté un peu Seigneur des Anneaux aussi de cette quête où on va traverser des décors plus beaux les uns que les autres avec des effets d'échelle incroyables. Il y a tous ces aspects-là. Et l'autre histoire, qui nous parle donc de Yursenar, que j'évoquais tout à l'heure, qui est dans le sens de lecture, on va dire manga, de gauche à droite, parce que du coup ça se lit dans ce sens-là, va nous suivre en fait la vie de cette entre guillemets déesse qui n'est ni plus ni moins qu'une géante fondamentalement, qui n'a pas. Donc on va la suivre sur cette planète avec cette durée de vie, enfin cette vie beaucoup plus longue, évidemment, de petit humain, courte vie humaine, géant dieu, longue vie et presque éternelle à ces gens-là. Et on va suivre sa vie à elle qui se passionne en fait pour ces humains, ces petits êtres. C'est aussi elle aussi qui va découvrir, qui vont passer par certains mythes avec un oracle qui va leur dire quels seront leurs destins, et un côté beaucoup moins traverser les lieux, moins quête, beaucoup moins quête et beaucoup plus moins quête à la recherche de quelque chose, à traverser des décors, à traverser les quêtes physiques, on va dire. On a une quête beaucoup plus spirituelle avec ce personnage en fait qui souhaite le meilleur du monde. Et le destin de ces deux personnages vont commencer à se rencontrer au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à la fin. Et c'est là où le travail est magnifique. Alors voilà, je m'arrêterai là en gros pour le sujet de l'histoire. J'essaie vraiment de marcher sur des œufs là-dessus. Et donc en fait, là où je me permettrais de parler, c'est que c'est magnifique. C'est vraiment le travail graphique est incroyable. L'auteur sait quand ne mettre que peu de traits pour exprimer, pour laisser travailler l'imagination là où il faut. Et c'est en mettre plein la vue lorsque c'est nécessaire. Quand il faut dessiner l'infiniment grand et l'infiniment petit, les effets d'échelle sont incroyablement beaux. Les émotions sur le visage des personnages sont extrêmement riches, extrêmement touchantes. On est vraiment avec ces personnages dans leurs doutes, dans leurs besoins, chacun intrinsèque de pression sociale, parce qu'il y a énormément de pression sociale dans les deux cas, ou pression familiale. On a le poids de leur pression à chacune de ces deux personnages qui s'impose à elles et qui les empêche, tel un peu comme un destin tragique en fait, on pourrait appeler comme une tragédie d'une certaine manière. Il y a vraiment ce côté fataliste, un peu genre du destin tracé auquel on ne peut pas s'échapper, auquel nos personnages essayent d'échapper. Et c'est ce qui rend en fait cette histoire extrêmement belle et extrêmement touchante. Et c'est vraiment incroyable en termes de dessin et de fil narratif. Et ce qui est un peu rigolo, c'est qu'on pourrait dire, on voit la fin de la première histoire, on va lire l'autre histoire, évidemment. Vous doutez bien que l'un n'est pas la suite de l'autre, et donc en fait on pourrait dire on connaît la fin éventuellement par ça, mais c'est pas tant la fin qui nous intéresse que le cheminement jusqu'à ce moment-là, ce moment qu'on attend un peu et qu'on attend un peu pendant tout le récit, et dont on a une curiosité insatiable presque autant que celle de ces personnages des quêtes de ces personnages. On a la même curiosité qui s'amène dans notre lecture sur leur rencontre avec de leur quête, quoi. Il y a énormément de détails au niveau du dessin qui montrent plein de choses. Beaucoup de jeux de miroirs, beaucoup de jeux de miroirs, que ce soit en fait au dessin, que miroirs d'émotions et de personnages dans les cases, et dans ce que ça représente. Il y a vraiment un jeu très très intelligent et très subtil. Et ouais, enfin, je veux pas en spoiler, après c'est un gros risque de spoil. Mais je vous invite vraiment à lire ça. Je m'attendais à rien quand je l'ai pris. On m'a vraiment dit, vous m'avez dit c'est super, et je m'attendais pas à grand chose et j'ai passé un moment incroyable. Ah, ça a l'air ouf, moi j'ai trop envie de le lire. J'espère. J'ai voulu prendre cette chronique, mais XT m'avait devancé. Mais oui, trop rapide, c'est sublime. Et juste pour la petite anecdote, puisqu'on aime bien charrier sur l'âge ici, Yohan Cavege, l'auteur, a 28 ans. Il est très jeune. Pour moi, c'est un auteur à suivre. Parce que ce qu'il a fait là, comme tu dis, le jeu de miroir, le fait d'apporter une émotion supplémentaire quand tu lis les deux histoires, parce que déjà quand on lit une, c'est ouf, et quand tu les mets en parallèle, tu dis mais what ? Mais franchement, c'est vraiment d'une... on n'a pas l'impression...
enfin, je sais pas si c'est du jeunisme en disant ça, mais j'ai pas l'impression de lire le livre d'un artiste, d'un auteur artiste qui a 28 ans, tu vois. On a l'impression Non, qu'il ouais, a je suis beaucoup assez plus d'accord, ouais. d'expérience que ça. Enfin, c'est fou. C'est hyper Ah, ingénieux en tout cas le livre qui se lit dans les deux sens pour se compléter. C'est Moi, vraiment, j'ai deux petites questions. Du coup, la fin du bouquin, c'est au milieu. Oui. Ok. Et du coup, le À ne pas côté. feuilleter, enfin éviter de feuilleter le bouquin du coup quand vous l'achetez, c'est un peu bête, Ouais. mais enfin regardez le début ou la fin, mais pas, enfin si vous voulez éviter de vous spoiler le milieu, enfin même si bon les images ne mettent pas les mots dessus, mais forcément, mais Et du coup, est-ce que le twist du fait que c'est deux histoires en parallèle, est-ce que ça marche bien? Enfin, vous avez bien aimé ce côté-là? Ah oui. c'est en fait c'est ça qui est fascinant en fait, c'est que ça pourrait n'être qu'un gimmick, mais c'est bien plus que ça. Ok. C'est ce que je voulais dire on s'en fiche un peu de la fin de l'histoire, mais c'est pas tant qu'on s'en fiche, c'est en fait quand t'as fini le livre, t'as aucun problème à lire de l'autre côté parce que tout ce que tu veux savoir c'est l'autre côté en fait. Enfin, c'est voilà, je vais pas trop en dire, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est ça le point de vue riche du truc. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Beaucoup d'enthousiasme, ça promet. Maintenant, plouf plouf, Tcherno, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, je vais vous parler, eh bien pareil, de quête, d'une grande quête qui est celle du livre Adrasté. Alors, Adrasté, donc en intégrale. Au départ, c'était sorti en 2 tomes, et puis entre-temps, chez Ankama, ils ont édité un intégral, puisque voilà, il y avait que 2 albums. Donc, cette intégrale est en 146 pages, au prix de 19,95 €. Donc, pour 20 €, vous avez, pour moi, un des meilleurs livres de Mathieu Bablé. Et pourtant, c'est pas le plus récent. C'est sorti en 2016, donc ça commence à... Voilà, c'est pas un truc tout jeune. Donc Mathieu Bablé, que vous avez certainement vu en tant qu'auteur artiste de Carbone et Silicium, de Shangri-La. Pareil, un artiste que j'aime beaucoup. Et donc Adrasté était méconnu, puisqu'on met beaucoup en avant Carbone et Silicium et Shangri-La. Et Adrasté, je suis tombée dessus un peu par hasard en regardant sa biblio. Et de quoi ça parle? Donc on a un roi qui ne peut pas mourir. Il est immortel. Et il a vu son peuple mourir, son royaume partir, les gens qu'il aime partir, etc. Et après 1000 ans, il en a un peu marre et il part en quête de réponse auprès des dieux de l'Olympe. Donc il va aller les trouver. En disant, voilà, pourquoi moi je suis mortel, à quoi ça sert, quel est le but de ma vie, etc., etc. Donc on part sur c'est vraiment ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Alors là, la destination va être importante quand même. Et donc il va parcourir toute une grande carte. Alors ce qui est très drôle, c'est quand vous ouvrez le livre, dans la couverture, enfin dans le début entre la couverture rigide et la première page, vous avez la carte sous forme pixelisée comme un jeu vidéo des endroits qu'il va visiter et des personnages. Et au fur et à mesure de la lecture, donc quand il avance, donc à peu près toutes les 5-6 pages, il a un nouvel endroit. On s'amuse à revenir sur ce début pour dire ah oui, il est là, pour suivre un peu son périple. Donc il va rencontrer plusieurs personnages qui vont lui apporter quelque chose, soit une leçon, soit rien, soit un indice. Là aussi, c'est un peu difficile de ne pas spoiler. Tout ce que je peux dire, c'est qui peut garder une mémoire qui a plus de 1000 ans. Forcément, à un moment donné, son esprit va faire du tri. Il y a des choses qu'il aura oubliées, mais qu'il va retrouver au cours de ce voyage. Donc, est-ce que cette quête est définitive? On se demande même, est-ce que c'est la première? En tout cas, il y a des personnages. On pense que ces personnages l'ont rencontré quand il était roi à l'époque ou quoi. Il y a un truc. Bien sûr, on aura les réponses à la toute fin. Et donc, dans Adrasté, ce n'est pas le personnage principal. Adrasté, c'est son grand amour qu'il veut retrouver après 1000 ans. Donc, il va s'enquérir auprès des dieux de l'Olympe. Donc, il va rencontrer Arès, il va rencontrer Hermès, etc. Et chacun d'eux va l'aider ou pas dans sa quête. Mais ce qui est très intriguant, c'est... alors bien sûr, ça traite de l'immortalité, mais surtout 1000 ans, c'est énorme. 1000 ans, les paysages ont changé, il y a beaucoup de choses. Et
Et le fait d'apporter mais oui, mais votre cerveau, il va pas garder 1000 ans d'informations, c'est impossible. Et du coup, ça apporte, c'est ça qui va apporter le petit mystère à l'histoire. Qu'est-ce qu'il a bien pu oublier? Donc lui-même en a conscience, hein, il y a des choses auxquelles il s'accroche, en disant oui, je dois pas oublier ça, je dois pas oublier ça, mais est-ce que vraiment il y arrive? On aura des réponses à la fin. Pour moi, c'est un des meilleurs Mathieu Bablé. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai aimé, mais avant, pourquoi je n'aurais pas dû aimer. Parce que c'est Mathieu Bablé. Et Mathieu Bablé, il a un trait incroyable pour ce qui est des paysages, de l'architecture. Enfin, je pense il pourrait en faire tout un bouquin avec juste des paysages et des immeubles. Mais quand il dessine des personnages vivants, je suis absolument pas fan de ces personnages. Voilà, je les trouve pas très beaux, pas très esthétiques. Donc, je n'aurais pas dû aimer. Et pourtant, c'est bien dans Adrasté qu'on a le plus de personnages. Et vraiment coup de cœur. Je sais pas comment dire. C'est le truc qu'on n'est pas censé aimer au départ. Et en fait, ça a sa signature unique. Et c'est beau et tout est sublime. Il a son style à lui qui est assumé et ça marche. Et on a des planches entières épiques qui servent le côté épique de l'histoire, grande épopée. Bah, il nous fait des planches d'envergure d'une grande épopée. Voilà. Donc il fait des choses. Il y a beaucoup de planches là-dedans que j'ai envie de prendre et d'encadrer. Ouais, Gigos nous dit dans le chat Shadow of the Colossus vibe. Alors oui, C'est vrai. Oui, c'est vrai. sauf ouais. que effectivement, le géant qu'on peut voir sur les images, ce n'est pas notre héros. Mais oui, même dans le traitement, il y a un petit côté Shadow of the Colossus, c'est vrai. Je n'avais pas fait le rapprochement, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé pour le dessin, alors que j'aurais pu détester pour ça. Des planches à couper le souffle. On a envie de suivre l'histoire de ce roi, de savoir ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va découvrir au bout et qu'est-ce que les dieux lui réservent. On aime les petits indices disséminés parce que là encore, on est sur un auteur qui montre plus qu'il ne dit. Donc on va chercher dans les cases les petits indices par rapport à la quête du personnage, les petits détails, le rythme, la beauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans même si on est dans le contemplatif, c'est pas chiant. Il n'y a pas de longueur puisque toutes les 5-6 pages, voilà, il change d'endroit, il change de décor, et il change donc de personnage interlocuteur. Donc nouvelle rencontre, nouveaux éléments. Donc très bon rythme, très 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 beau et voilà de la poésie. Je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur et j'ai été extrêmement étonnée que ces titres ne soient pas plus connus. Voilà, on parle beaucoup de Carbone et Silicium que j'ai adoré, parce que de toute façon j'aime la science-fiction, etc. Là, on n'est pas sur de la science-fiction, on est vraiment sur de la fantasy. Et pour moi, c'est un de ses meilleurs titres. Voilà. Je ne sais pas si d'autres ici l'ont lu. Non, Nope. moi je l'ai pas lu. Nope. Eh bien, je vous Non, le c'est- recommande. Voilà, si vous en avez Ouais. marre de voir Carbone et Silicium partout sur les étals, vous avez Adrasté qui est un peu plus confidentiel et qui pourtant est fou. Voilà. Mais c'est Ça a vrai que l'air t'es vraiment pas la bon. première à me dire que c'est l'œuvre que tu préfères de l'auteur. C'est un écho que j'ai de plusieurs autres personnes. À noter aussi qu'il sort un nouveau projet là actuellement qui s'appelle Silent Genie, Ouais. qui sort ces jours-ci. Là. Qui est déjà sur ma liste de Noël. Je crois que t'aimais pas. De quoi? Mathieu Bablé. Ah non, j'adore. J'aime pas comment il dessine ses personnages, mais j'adore ses histoires, D'accord. j'adore ce qu'il fait, j'adore les paysages, les décors qu'il fait. Bon, ça suffit comme cadeau de Noël. Enfin, non, c'est parce que je me suis mal exprimée. C'est suffisant pour effectivement avoir envie de se le faire offrir. Voilà. Bref, c'était pas très intéressant comme remarque. Mais ça fait une très bonne transition, pas du tout. Je passe la parole maintenant à Mathieu. Et ok. Donc du coup. Et ben voilà. Désolée, hein, je panique. C'est la panique. Non. Alors c'est pas du tout la panique. Je suis parfaitement prêt. Je vais vous parler aujourd'hui de un comics de James Tynion the Fourth, parce que c'est comme ça qu'on dit, je crois, et Joshua Hickson. James Tynion, on le connaît bien, c'est Nice House on the Lake, Something is Killing the Children, et bref, c'est
un auteur qui est en poupe, qui a le vent en poupe, pardon, parce que s'il est en poupe tout seul comme ça veut rien dire. Euh, donc voilà, je vais vous parler de le Déviant, un conte de Noël, donc avec une traduction de Maxime Ledin. C'est en 2 tomes chez Urban, donc dans les belles éditions Urban qui sont en grand format. Le premier tome est à 20,50 € et le deuxième à 21,50 €. C'était publié en 9 numéros chez Image Comics. Et ça nous raconte l'histoire de Michael, qui est auteur de comics, et qui entreprend donc d'écrire une BD sur un meurtre horrible qui a eu lieu 50 ans plus tôt dans la petite ville où il habite, enfin où il a grandi en tout cas. Ce meurtre, c'est donc 2 ados qui ont été assassinés et dont le corps ont été décorés comme des sapins de Noël. Donc ils ont été Miam miam. voilà, c'est un peu dégueu, mais enfin les scènes de meurtre sont très très graphiques et ils ont été tués par un espèce de géant avec un déguisement de Père Noël et un masque blanc avec comme un masque de Pierrot un peu, je sais pas si vous voyez. Yes. Donc voilà, donc un peu dégueu. Très vite, il y a un suspect qui est arrêté, qui est un homosexuel qui vit dans le coin. Je précise qu'il est homosexuel parce que ça a son importance dans le fait qu'il va être accusé, accusé de ce meurtre. Donc il va finir par être reconnu coupable et passer toute sa vie en prison. Et donc c'est en rencontrant donc cette personne en prison que Michael lance l'écriture de son comics. À savoir que le coupable en question a toujours clamé son innocence. Donc voilà, pourquoi il a choisi ce sujet pour sa BD, c'est que donc lui aussi est homosexuel et son histoire personnelle, son histoire intime, elle est vraiment liée à ce meurtre. Ça peut paraître un peu malsain ou quoi, mais en fait il a découvert que il n'était pas le seul à avoir une attirance pour les hommes, que ça existait ailleurs, mais il a découvert ça en fait en apprenant plus quand il était ado sur le meurtre qui avait eu lieu dans sa ville. Donc voilà, donc ces raisons pour écrire ça c'est un peu ambigu et pas forcément très sain. Mais, et d'autant plus qu'au même moment, en fait, au moment où il commence l'écriture de cette BD, il y a des meurtres totalement similaires qui ont lieu et tout l'accuse, en fait. Il y a son permis de conduire qui est retrouvé sur un des lieux du crime. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus au niveau de l'histoire. Donc c'est une BD qui vaut vraiment principalement pour son ambiance Noël, mais dégueu, enfin Noël horrifique, quoi, avec vraiment des planches sublimes. Joshua Hickson, je crois que c'est lui qui avait fait The Plot, je sais pas si ça parle à des gens. Et, Ça m'a mis les nerfs en plot. Je vois, oui, mais. ouais, voilà, il avait très bonne blague. Euh, donc voilà, c'est une BD Pardon. qui est très très cinématographique. En fait, il y a chaque numéro, il y a une scène d'intro. Et à la fin de cette scène d'intro, il y a une double page avec le titre en gros sur souvent des très jolies planches. Il fait vraiment un boulot magnifique. Notamment les scènes où il y a de la neige, puisque ça se passe au moment de Noël, que ce soit dans le passé, parce que c'est une BD qui est sur plusieurs timelines. On voit ce qui s'est passé au moment du meurtre. On voit ce qui s'est passé au moment de l'adolescence du héros et on voit le présent. Et donc voilà, donc c'est vraiment, il y a des scènes de neige magnifiques. Enfin, les couleurs, il fait le dessin et les couleurs, c'est vraiment un super boulot. C'est très 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 noir comme histoire, comme vous avez pu le constater. Et ça questionne beaucoup sur l'homophobie et la perception de l'homosexualité en fait. Aussi bien dans les années 70 que dans les années, on va dire 2000, que actuellement en fait. Et on voit que notamment dans la campagne et les petites villes américaines, ça n'a pas tellement changé puisque le titre, donc le déviant, c'est comment on va dire, pour le meurtrier, mais c'est aussi
les homosexuels étaient considérés comme déviants à cette époque-là, et on constate que ça n'a pas tant changé que ça. Donc voilà, c'est un Tanyon Fort qui était plutôt passé inaperçu, enfin en tout cas on ne l'avait pas traité dans l'émission, et moi je vous le conseille, alors c'est pas joyeux en effet, hein, mais c'est un polar noir horrifique, on va dire, et pour Noël c'est vachement bien, voilà. Même Ah si, ouais, c'est super gai pour Noël. Hein. Bah, c'est un livre oui, de mais Noël. après. c'est un conte de Noël, c'est bien dit. Et dans le titre, Le Déviant, un conte de Noël, il y a vraiment, dès le titre, en fait, il y a l'ambivalence entre le côté Noël et le côté vraiment dégueu des meurtres, et le côté malsain aussi, un peu, de l'histoire. Mais c'est bien, ça change un peu. Hein. Oui, on a fait que des trucs feel good ce soir, quasiment. Donc, Oui, exactement. Il y en a marre. voilà, un truc un peu cracra. Mais vachement, enfin, graphiquement, vraiment, le gars est fort. Ouais, et Gigos nous dit qu'il avait fait aussi Shanghai Red aussi, en effet. Donc, Yes. voilà pour moi. Merci beaucoup, Mathieu. Mais de Eh ben, on va pouvoir enchaîner sur la dernière chronique de cette émission. Et je donne la parole à Ktuktu. Ouais, bah on repart sur de feel good, mais on conclut ce croissant podcast par une énorme weeberie. Je vais vous parler de Assassination Classroom du mangaka Yusei Matsui, qui est un manga qui a commencé en 2012 et qui s'est terminé en 2016. Et en France, ça s'est terminé en 2018. Je vous pose le décor. De la première page du manga, on a une salle de cours, un professeur, des élèves et des coups de feu. Les élèves de la classe 3e E, les rebuts du prestigieux collège de Kunugigaoka, sont des assassins en herbe, et leur professeur est leur cible à abattre. Alors ouais, c'est surprenant, mais si je vous dis que le professeur en question, c'est un poulpe jaune de 2 mètres, indestructible, à part avec certaines armes, avec un QI de 250 et qui est capable de se déplacer à Mach 20, donc c'est plus rapide qu'un avion à réaction. Il a déjà détruit au moins un tiers de la Lune, le gouvernement japonais est dépassé, ils ont tout essayé pour l'arrêter, mais il est trop rapide, trop intelligent, au point que c'est lui-même qui s'est rendu en proposant un accord assez mystérieux, devenir le professeur principal d'une classe de collégiens et de leur laisser 1 an pour tenter de le tuer. Mais qu'est-ce que c'est que cette japonaiserie Ils embauchent Évidemment. vraiment n'importe qui à l'éducation nationale. Ah non, mais c'est ça. Et ils n'ont pas le choix. Parce que Ouais. si, Il n'y a personne. Il n'y si, a personne d'autre. si les élèves échouent à le tuer, eh bien, ce dernier détruira la Terre au bout d'1 an. Ils ont donc la lourde tâche d'apprendre l'art de l'assassinat. Tandis qu'en parallèle, celui qu'ils ont nommé Koro Sensei parce qu'il est intuable, Koro c'est intuable en japonais, ce professeur s'occupe personnellement de leur éducation avec l'objectif qu'ils passent tous au lycée. Tâche qui est sans doute tout aussi impossible que de le tuer puisque tous les élèves de cette classe sont des cancres, ou du moins des causes perdues. Enfin ça c'est l'avis de leur collège. Et du coup, qui est ce mystérieux Koro Sensei ? Pourquoi est-ce qu'il veut devenir prof ? Est-ce que les élèves de la classe 3E vont-ils réussir à sauver le monde ? Et est-ce qu'il y a vraiment un sens à sauver le monde, ou même à réussir ses études, puisque de toute façon personne ne croit en eux, et la réussite de leur mission, s'ils y arrivent, ça leur apportera suffisamment de richesse pour vivre toute leur vie sans souci. Toutes ces questions vont être répondues au cours des 21 tomes de ce manga. Ça vous fait 4302 pages en tout. C'est un budget de 150 balles. Ça va en vrai, ça se fait. Pour du manga, c'est pas non plus énorme. Et si j'ai choisi ce manga, c'est parce que c'est sans doute mon manga favori. De mon auteur favori. Yusei Matsui, c'est le spécialiste pour adapter un genre ultra codifié du manga et y rajouter un twist complètement tordu. Actuellement, il travaille sur un manga historique de samouraï avec The Elusive Samurai, où son protagoniste doit constamment fuir plutôt que de se battre vaillamment. Et son premier succès, c'était Neuro le Mange-Mystère,
un manga d'enquête un peu à la Détective Conan, mais avec une dimension démoniaque où le mystère n'est pas du tout important. Vous, en tant que lecteur, vous n'avez pas les clés pour le résoudre, parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de se concentrer sur le cœur abject des criminels et l'évolution des protagonistes. Ce qui est pas forcément ce qu'on attend d'un récit d'enquête, où c'est plutôt figé. En fait, on a souvent plutôt un statu quo avec un enquêteur qui n'évolue pas. Meilleur exemple, c'est Détective Conan, où en 104 tomes, techniquement, il s'est passé même pas une année, et Il se passe Conan rien. est toujours un gamin. Il y a plus de un jours dans le barbare. manga que de jours dans l'année. C'est toujours un barbare de 50 cm. Et dans Assassination Classroom, Yusei Matsui adapte à sa sauce le genre du slice of life, où d'habitude on suit une bande d'ados qui apprennent au fil des chapitres à devenir des adultes. Ici c'est pareil, sauf que l'apprentissage des techniques d'assassinat, le maniement du couteau, des armes à feu, du déplacement sans faire de bruit, la planification d'un meurtre, et tout ça sert la métaphore de toutes les difficultés que la vie peut se mettre devant nous. Alors dit comme ça, vous avez l'impression que je vous vends un manga qui apprend à des ados à devenir des tueurs survivalistes, mais justement c'est tout le contraire. Déjà, on n'est pas du tout sur un truc hyper tordu, un peu comme du High School of the Dead. Il y a au final assez peu de fanservice. Il y en a un tout petit peu autour d'un personnage qui est une adulte, donc ça passe. Et la personnalité de Koro Sensei est un peu la caricature un peu du pervers, mais ça reste encore très bon enfant. Il y a vraiment pas du tout de trucs glauques qu'on peut trouver dans des mangas mainstream, que je ne citerai pas, mais il y en a plein. Non, mais des trucs, il y a tellement de mangas très populaires où il y a des dingueries et que je supporte pas de voir. Mais là, c'est pas le cas. Koro Sensei, c'est un excellent professeur. Il est bienveillant, parfois taquin. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, ses humeurs lui font changer de couleur de son corps. Mais derrière ce monstre intuable, il sait écouter, il sait se mettre au niveau de ses élèves pour leur transmettre son savoir de la manière la plus adaptée à leurs besoins et à leur réalité présente et future. Donc en fait, tout en leur apprenant à le tuer, il crée une relation de confiance avec tous ses élèves et il leur donne surtout toutes les armes pour qu'ils aient pas besoin de le tuer et même pas l'envie de le tuer en fait. Et moi, si j'aime beaucoup ce manga, c'est parce que ça parle évidemment du système scolaire japonais qui est ultra compétitif, et ça marche aussi un peu avec n'importe quel système scolaire où en fait le collège devient une sorte de mini-société ultra concurrentielle. Cette classe, c'est la 3e E pour épave, parce que en fait tous les élèves qui sont dans cette classe sont des sous-étudiants, c'est une sous-catégorie de collégiens qui est vraiment créée dans le système du collège pour faire peur à tous ceux et celles qui ne feraient pas assez d'efforts et du coup qui risqueraient de perdre tous leurs privilèges. C'est la menace un peu. Si vous réussissez pas, vous finirez dans cette classe. Exactement, et c'est ce qui est arrivé à tous les élèves qui composent cette classe actuellement. Évidemment, c'est un manga qui parle d'éducation. C'est très très drôle, on a plein de personnages hauts en couleur, mais malgré son ton humoristique et décalé, ça retranscrit assez bien la réalité du système éducatif qui cherche les résultats avant le bien-être et le développement de ses élèves. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que y a une 30aine d'élèves, ils sont tous développés à un moment ou à un autre. Souvent dans le slice of life écolier, on se concentre surtout sur quelques élèves qui sont au milieu d'une masse on en suit 4-5 quoi. Qui sont même pas voilà. Là vraiment, alors oui, il y a quelques élèves qui ont plus de lumière que d'autres. Par exemple Karma qui est un génie rebelle à tendance psychopathe. Ou alors il y a aussi le timide Nagisa qui s'avère au fur et à mesure être très très doué dans l'assassinat. Mais en fait, chaque élève a un peu à son temps d'écran, entre guillemets. Ils ont tous leurs forces, leurs faiblesses, leur personnalité, leur rôle dans cette classe. Et en fait, chaque chapitre nous permet vraiment de les aimer un peu plus.
c'est un peu un sacré tour de force de réussir à créer autant de personnages auxquels on s'attache et qu'on a envie de suivre et qu'on a envie de découvrir ce qu'ils vont devenir. Et voilà, et c'est pour ça que c'est mon manga favori, écrit par mon mangaka favori. Vous allez rire, la fin a son lot de révélations qui vous décevront pas, en tout cas j'espère, moi ça m'a pas déçu. Si vous avez des ados, c'est vraiment, je trouve, le manga parfait à leur faire lire. Ça permet vraiment de devenir un peu des adultes accomplis. Alors, des adultes peut-être un peu bizarres. Ou des gros psychopathes. Non, mais même, je trouve que y a vraiment, derrière ce concept complètement barré d'apprendre à des adolescents à devenir des assassins, il y a vraiment tout un discours sur comment éduquer un adolescent, comment éduquer un enfant, comment lui donner toutes les armes, littéralement, pour affronter la vie. Et voilà, et n'oubliez pas que les voies du tentacule sont impénétrables. Pardon. bien. Je plus sois, j'ai découvert cette série par. C'est mon fils qui m'a fait découvrir. Effectivement, au début, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà, et dans les dialogues, dans les échanges avec les personnages, ah oui, mais en fait, il dit des trucs profonds. Donc, Non, c'est vraiment bien écrit, c'est très chouette. Et c'est ça que j'adore vraiment avec le style de Yusei Matsui. C'est aussi très bien dessiné. Oui. Mais c'est qu'on a vraiment une subversion d'un genre ultra codifié, qu'on a vu et revu, mais toujours avec un délire complètement barré. Et je ne peux que vous conseiller aussi ses autres œuvres qui sont tout aussi bien. Mais pour moi, vraiment, Assassination Classroom, ça reste son chef-d'œuvre. Et en vrai, ça sent parce que c'est son manga le plus populaire actuellement. L'animé est très bien si vous voulez pas vous coltiner tous les tomes. Mais moi, je vous conseille de voir les deux, de lire et ensuite regarder l'animé. C'est un bon compromis. Je crois qu'on a terminé. Youhou. Eh oui. Très bien. Et bien dans ce cas-là, merci beaucoup d'avoir participé Né, à né, né. ce croissant Né, podcast. né, né. nanana, Ah, Né. nanana. Donc je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, que vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, sur Instagram. N'hésitez pas à passer une tête sur le Discord. Voilà, on a fait le ménage, on réorganise et tout. Donc on n'attend plus que vous. Il y a encore de l'odeur Et de bien peinture évidemment- dans certains coins. Exactement, j'adore l'odeur de la peinture fraîche. Et même si ça fait mal à la tête quand tu respires trop près du mur. Enfin bref. Et sur ce, Lux. à très bientôt. Oui. Lux, éloigne-toi du ce mur. Éloigne-toi de ce pot de peinture. Si vous saviez. À très bientôt à tous et puis ne respirez pas la peinture. Non, ne faites pas ça chez vous. Bye bye. Respirez plutôt la bye. colle des livres. Fin de transmission.